OK. Bon, bien, on va commencer tranquillement. Bonjour à tous. Je suis Mylène Rattel. Je suis professeure à l'École de santé publique de l'Université de Montréal. Je suis aussi chercheure régulière au CRESP et je remercie d'ailleurs le CRESP pour cette belle opportunité de rayonnement, de présentation. Je suis aujourd'hui, oui, le CRESP est bien le Centre de recherche en santé publique associé à l'Université de Montréal. Donc, je suis aujourd'hui avec 5 de mes étudiants à la maîtrise. Je vais vous les présenter dans une petite minute. Donc, je vais prendre juste moins de 5 minutes pour vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on fait dans l'équipe. Puis après ça, je vais laisser la parole aux étudiants pour présenter un contaminant sur lequel ils travaillent. Patricia nous rappelle de garder le micro fermé pendant les présentations. La somme des présentations aujourd'hui va être d'une durée d'environ 1 heure, peut-être un peu moins. Et nous allons avoir une bonne demi-heure d'échange après cette présentation pour poser des questions, pour échanger entre nous, pour en savoir plus en fait sur le sujet discuté lors des présentations. Donc, je vais partager mon écran. Donc, j'assume que vous voyez bien mon écran. Saint-Jean. Donc, aujourd'hui, la table ronde se nomme Exposition aux contaminants biologiques et chimiques et comportements individuels préventifs. Les 5 présentateurs aujourd'hui seront Franzi Dieudonné, Rodi Dieudonné, Love Shakespeare Fajas, William Opoku Knung et Joanne Desrené. Donc, nous avons la chance, en fait, je suis très chanceuse, dans mon équipe, il y a des profils très intéressants. Et aujourd'hui, en fait, nous avons 5 médecins de formation qui ont également travaillé en contexte clinique et hospitalier en Haïti. Et nous avons un biochimiste avec une maîtrise en nutrition. Ils ont donc des profils très intéressants. Ils travaillent également sur des sujets de maîtrise particulièrement intéressants. Aujourd'hui, ils ne vont pas nécessairement présenter leur sujet de maîtrise. Ils vont présenter un tout petit, en fait, le contaminant d'intérêt sur lequel ils travaillent. C'est un petit peu une approche, disons, de très, je dirais, science vulgarisée aujourd'hui. Donc, on ne tombera pas nécessairement dans la grosse science derrière leur travail de maîtrise, mais c'est quelque chose qui devrait être très divers là, pour l'ensemble des participants aujourd'hui. Donc, Franzi va nous parler des PFAS, Rodi va nous parler de la rage, Love va nous parler de l'influence A, William de la maladie de Lyme et Joanne des micros et nanoplastiques. Donc, je leur ai demandé de préparer une présentation d'environ 10 minutes chaque, avec des sections prédéfinies, dont la description et définition du sujet, les enjeux sanitaires, les signes, symptômes et traitements. Donc, rappelez-vous, plusieurs d'entre eux sont des médecins. Vous devriez avoir une belle section là, reliée aux signes, symptômes et traitements. Ensuite, les facteurs d'exposition collectifs, les facteurs d'exposition individuels et les comportements préventifs, peut-être d'autres considérations d'intérêt et des ressources qui englobe les références de la présentation, mais également toutes les ressources intéressantes là, pour le grand public. Donc, pour vous mettre en contexte, euh, je, disons, mon équipe de travaille sur plusieurs types d'enjeux différents. Ce sont tous des enjeux en santé environnementale, soit sur l'exposition aux contaminants chimiques,
contaminants biologiques, les zoonoses, et je fais beaucoup de travail sur les aliments et la sécurité alimentaire, et l'eau et la sécurité hydrique. Donc, la santé environnementale, en fait, c'est l'étude du lien entre santé humaine et les déterminants environnementaux. Le cadre méthodologique que nous utilisons dans l'équipe est le cadre suivant, soit l'analyse de risque, la gestion du risque et l'engagement, consultation, communication qui lie l'analyse de risque et la gestion du risque. J'attire votre attention sur, donc je ne tombe pas nécessairement dans la science ici, mais j'attire votre attention sur deux volets ici de ce cadre de gestion de risque-là. Soit la mesure de l'exposition dans l'analyse de risque. Donc, les étudiants vont vous parler beaucoup d'exposition et un volet de la gestion de risque, qui est la sélection de la stratégie de gestion du risque. Et lorsque nous parlons d'une stratégie de gestion du risque, côté option, généralement, on peut englober ça sous 7 volets. Donc, la réglementation, les lignes directrices nationales, qui sont plus des normes ou des recommandations. L'éducation et les conseils, soit procurer de l'information pour prendre des décisions éclairées. La conformité volontaire, donc des encouragements à agir. Les approches économiques, les approches technologiques et parfois aucune action n'est nécessaire pour gérer le risque, soit parce que le risque est négligeable ou parce qu'il n'y a pas d'autres bonnes options de gestion du risque. Et comme vous voyez dans cette liste d'options-là, soit l'éducation conseil et la conformité volontaire, ce sont des actions qui peuvent être entreprises au niveau individuel. Donc, nous, en tant qu'individus, on peut agir pour limiter notre risque lorsqu'il est relié à certains contaminants chimiques ou biologiques. Puis c'est dans cette option-là, dans cette orientation-là, que cette table ronde est offerte à un public large. Donc, comment se protéger nous-mêmes comme contre certains risques en santé environnementale? Donc, je vais inviter notre premier présentateur, donc Franzi Dieudonné, à poursuivre cette présentation-là. Donc, Franzi, je t'invite à allumer ton micro. Tu as une dizaine de minutes. Bonjour à tous. Je suis Francis Denis, comme vous le savez déjà, étudiant en maîtrise en santé environnementale et santé au travail. Je vais vous présenter un contaminant qui sont les PFAS, l'exposition aux PFAS. OK? Les PFAS, communément appelés PFC, qui sont les composés perfluorés, et c'est un groupe de contaminants d'environ de plus de 4000 substances chimiques synthétiques. Mais selon la définition de l'OCDE, les PFAS, on parle de la définition générique, les PFAS sont des molécules formées d'une chaîne d'atomes de carbone plus ou moins longue et qui peuvent être ramifiées ou cycliques, couplées généralement avec une substance, avec un composé fluoré. Et ces groupes de contaminants qui sont les PFAS ont des propriétés physiques et chimiques particulières. D'abord, ils sont stables. Et généralement, leur stabilité vient du groupement carbone fluor et ils sont persistants à cause de sa persistance, on les nomme des composés omniprésents dans l'environnement. Ils sont hydrophiles, lipophiles et résistants à la chaleur, à l'acidité et même à la lumière. Comme enjeu sanitaire, il y a plusieurs enjeux sanitaires en ce qui a trait aux préfaces. Mais les unes sont plus intéressantes que les autres. On parle d'abord des PFAS, on les trouve dans beaucoup de produits de consommation, des produits qu'on retrouve de tous les jours, les produits qui nous sont très familiers, comme des ustensiles de cuisine,
et parce qu'ils résistent fortement à la chaleur, comme des emballages alimentaires, des boîtes de pizza, et tantôt en d'autres, des textiles, même des vêtements que nous portons ont des composés, sont composés de PFAS, et ainsi des mousses anti-incendie qu'on utilise généralement chez les pompiers. Ils, ils sont bioaccumulables, c'est-à-dire que les aliments et les plantes de consommation que nous consommons généralement accumulent beaucoup de PFAS au fil des ans et qui et peuvent être que qui, et de ces bioaccumulations, ces PFAS rentrent dans notre chaîne alimentaire et peuvent causer beaucoup de problèmes. Et on peut être exposé par voie digestive, aérienne et cutanée. Et lorsqu'on parle de voie digestive, on parle généralement par les ingestions alimentaires et principalement l'eau, et par voie aérienne et par voie cutanée aussi. Et l'autre enjeu sanitaire de taille, c'est par rapport à son caractère émergent et omniprésent dans l'environnement, on constate également que presque toute la population mondiale contient des PFAS dans les sérums sanguins. En ce qui a trait aux effets sanitaires des PFAS, pour commencer, je vais vous dire que les PFAS, généralement, il y a peu d'études sur les humains. Mais, les études, la majorité des études se portent sur les animaux, généralement les rongeurs. À partir de ces études-là, mais peu d'études sur les humains, on peut incriminer que des lésions hépatiques, des affaiblissements du système immunitaire, un accroissement du risque d'infertilité, on peut avoir les PFAS ont un risque de cancer et de développement materno-fœtal, c'est-à-dire développement des enfants et même des troubles endocriniens. Et il y a une étude qui prouve qu'il y a une réponse immunitaire controversée face à la vaccination antitétanique et antidiphthérique, c'est-à-dire on constate généralement les mamans qu'on trouve des PFAS à 32 semaines de grossesse. Ces enfants-là vont avoir ont moins d'anticorps face au vaccin antitétanique bien avant même les doses de rappel. Et comme facteur d'exposition collective, et à cause de nos industries qui déversent beaucoup de PFAS, on a une contamination généralement de nos lacs, de nos rivières, qui peuvent contaminer nos nappes phréatiques et ils peuvent finalement s'infiltrer dans nos réserves d'eau et qui prêt à la consommation malgré qu'on sait que les traitements des eaux sont très rigoureux, mais on peut trouver des traces de PFAS. Et on a aussi des produits de consommation, comme nous venons de citer, qui contiennent beaucoup de PFAS. Et comme on peut les retrouver dans l'air et dans le sol, on peut avoir aussi l'air et la terre qui sont des facteurs d'exposition collective des PFAS, surtout chez les agriculteurs. Comme facteur d'exposition individuelle, on en a beaucoup, mais on peut lister quelques-unes, comme activité de la chasse et la pêche, aussi les gens qui pratiquent ces genres d'activités, et aussi les travailleurs dans des industries chimiques, agroalimentaires et industrielles, manufacturières comme des gens qui qui sont dans la fabrication des vêtements, des matériels électriques, parce qu'on savait que même nos textiles, les vêtements contiennent des PFAS à cause de leurs propriétés et, qui peuvent retenir de l'eau et aussi chez les pompiers, parce qu'on constate, c'est là une étude, on constate que si les gens qui ont fait carrière dans le service des pompiers, plus de 10 ans et quelques, sont des gens qui sont très à risque de contaminer au PFAS, parce que nous savons que les PFAS, les mousses anti-incendie qu'on utilise, généralement contiennent beaucoup de PFAS. Comportement préventif, on continue avec lavage des mains et avant de manger,
Et parce qu'on constate également, et lorsqu'on touche des produits qui contiennent des PFAS, on peut mettre ça dans la bouche. Et la consommation de moins d'aliments peut après emporter parce qu'on ajoute des emballages alimentaires qui contiennent des PFAS. Et aussi, mise en place des normes de régulation nationales et internationales. Parce que qu'est-ce qu'on voit? On voit que malgré que nous, au Canada, on est beaucoup très à cheval dans les normes des contaminants, mais on constate également le fait que ça se propage à grande distance à travers l'air. Hein, on voit que ça traverse nos frontières. Si ça traverse nos frontières, il nous faut une contribution de tout le monde, de toutes les organisations internationales pour lutter contre ces genres de contamination. Et on constate également l'installation de systèmes de traitement adéquats visant à réduire la contamination, et la concentration de PFAS et identification quantitative et qualitative. Parce qu'il y a certaines organisations comme l'EPA, la STM, pour ne citer que cela, qui exigent aux fabricants des produits contenant des PFAS de quantifier et identifier la quantité, les PFAS contenus dans leurs produits afin que tout le monde sait à quoi ils sont exposés. Et pour autre considération, on constate également que la réglementation au Canada ne couvre pas généralement tous les PFAS. Comme nous disons déjà, il y a plus de 4000 environ de PFAS dans l'environnement. On n'a que deux types de PFAS qui sont couverts par la loi canadienne sur les lois de l'environnement. Et on constate également comme autre considération, il n'y a pas vraiment d'études en lien avec des effets néfastes sur la santé humaine. Et aussi, on constate également la limitation des renseignements toxicologiques et épidémiologiques des PFAS. Et les plus utilisés sont les le SPFO et l'APFO. Et pour préparer cette présentation, on a consulté beaucoup de liens, beaucoup de documents. Et merci à vous tous. Merci beaucoup, Franzi. Je vais maintenant demander à Rudy Dieudonné d'allumer son micro. Oui, bonjour tout le monde. Mon nom est Woody Dieudonné, aussi étudiant à la maîtrise en santé environnementale et santé au travail. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter en gros les facteurs d'exposition à la rage qui est le sujet sur lequel je travaille pour mon projet. Donc, avant, on va se poser la question, c'est quoi la rage? Donc, la rage est une maladie virale grave et généralement mortelle qui affecte le système nerveux central des mammifères, mais qui peut aussi se transmettre aux humains. Il est causé par un virus qui fait partie de la famille des rhabdoviridae, du genre Lyssavirus, et se transfère généralement par salive d'animaux tels que les chiens, par morsure surtout, qui représentent 98% de cas de rage dans le monde. Donc, aussi, on trouve chez la chauve-souris, les renards, les mouettes, etc. Donc, comme j'ai dit, généralement, c'est par morsure, griffure ou contact avec des muqueuses. Donc, bien que la rage est depuis quelques années éradiquée dans plusieurs pays, genre par exemple l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, mais ça reste aussi endémique dans certains pays, comme on peut voir dans ce schéma-là dans cette cartographie selon OMS, les zones rouges sont les régions du monde où la rage est vraiment restée endémique. Donc, on voit plus précisément, c'est au niveau Asie, Afrique et principalement chez moi en Haïti. C'est un petit peu petit sur la carte, mais c'est là. Donc, les zones rouges, on dit que ce sont les zones endémiques. En rose, ce sont aussi endémiques, mais sous contrôle. En orange, je peux dire, ce sont les zones suspectes. En vert, ce sont les zones qui sont qui ont principalement éradiqué la rage ou, ou aussi sous contrôle. Donc, pour les enjeux, il y a plusieurs enjeux sanitaires qui tournent autour de la rage, mais j'ai retenu trois qui sont les plus importants. Donc, c'est
d'abord sa mortalité élevée. Mine de rien, parce que on a peut-être pas conscience de ça, mais la rage a un taux de mortalité extrêmement élevé. Donc, l'OMS parle d'environ 60 000 décès humains par année dans le monde. Donc, comme j'ai dit tantôt, principalement en Asie, en Afrique. Donc, deuxième enjeu, c'est un accès limité à la prophylaxie d'une post-exposition ou aussi à la vaccination des animaux domestiques, par exemple, dans certaines régions. Donc, et rendant la maladie plus difficile à contrôler. Il y a aussi comme grands enjeux un manque de sensibilisation. Donc, l'absence de sensibilisation à la rage et peut entraîner des comportements à risque. Donc, si quelqu'un ne sait pas c'est quoi la rage, si c'est une maladie grave, donc il ne va jamais savoir comment se protéger pour se protéger, pour prévenir ça. Donc, comment on attrape la rage? Bon, généralement, comme j'ai dit, 98% des cas, c'est par morsure. Donc, euh, le virus pénètre en premier lieu par la porte d'entrée qui est où vous êtes fait mordre. Donc, il pénètre dans le corps pour atteindre les cellules nerveuses. Et ensuite, ça migre vers le cerveau via la moelle épinière. Et là, il multiplie et se multiplie au niveau du cerveau et voyage le long des nerfs pour atteindre d'autres parties du corps. Et c'est là, après un nombre de temps, que ça va déclencher des symptômes. Donc, une fois dans le cerveau, il déclenche des symptômes neurologiques sévères qui peuvent prendre des formes. Donc, on a retenu nécessairement deux grandes formes. Il y en a d'autres, mais deux grandes formes qu'on rencontre le plus souvent, c'est la forme encéphalique et la forme paralytique. Donc, les symptômes sont quoi? Donc, premièrement, les symptômes initiaux au premier moment sont la fièvre, la fatigue, les maux de tête, anxiété ou irritabilité, des douleurs. On aura des picotements ou engourdissements près du site de l'infection. Donc, généralement, la période d'incubation, c'est entre 3 et 8 semaines. Donc, pour l'autre, comme j'avais dit, deux formes, la rage encéphalique, on trouve confusion, convulsion, hyperactivité, hallucination, comportement étrange, une peur de l'eau et une peur de l'air, donc qui sont hydrophobie et aérophobie. Donc, pour la phase paralytique, donc qui est la dernière phase, qui est la paralysie progressive qui commence près de la site de la blessure et progresse lentement, rappelant d'autres troubles neurologiques. Ce qu'il faut savoir, il y a des facteurs maintenant qui influencent la progression plus ou moins rapide de la rage. Donc, comme je disais tantôt, la période d'incubation, c'est de 3 à 8 semaines. Mais généralement, quand les symptômes apparaissent, la personne peut décider dans les 7 à 14 jours suivant l'apparition des symptômes. Mais comme je dis, c'est d'un cas à l'autre. Ça va dépendre généralement aussi, surtout par morceau, du site. Donc, c'est premièrement l'emplacement de la blessure. Donc, c'est une maladie, le virus attaque le cerveau. Donc, tant que la blessure est plus proche du cerveau, on aura plus tendance à développer les symptômes plus rapidement. Par exemple, une personne qui se fait mordre dans les jambes ou dans le bras. Deux personnes qui se font mordre. Une dans le bras, une dans les jambes. La personne avec la morsure, par exemple, dans le bras, va avoir les symptômes plus rapidement parce que le bras est plus proche du cerveau. Donc, deuxième facteur qui influence la progression, c'est la gravité de la blessure. Plus la blessure est profonde, plus les virus vont s'introduire dans le corps. Donc, il y a aussi la quantité de virus transmis par l'animal infecté comme troisième facteur qui influence la progression de la rage. Donc, j'ai aussi relevé quelques mesures à prendre en cas où il y a exposition. Donc, premièrement, c'est nettoyer la plaie. Donc, on va nettoyer la plaie avec de l'eau et du savon dès que possible, très rapidement. Ensuite, consulter un professionnel de la santé. Donc, c'est avec eux que vous allez consulter, voir, discuter de la prophylaxie post-exposition. Donc, l'essentiel, c'est d'agir rapidement. Donc, comment on fait le diagnostic? Le diagnostic de la rage, généralement, c'est symptomatique ou
si on se fait mordre, par exemple, comme je disais que c'est pour les aminaux, on peut tester à travers leur tissu cérébral de l'animal mort. Donc, ensuite, pour le traitement aussi, il n'y a pas de traitement après l'apparition des symptômes, mais c'est vraiment dans la prévention. Il faut commencer immédiatement après avoir été exposé, donc pour réduire le risque mortel. Mais dès que les symptômes apparaissent, généralement, c'est la mort. Donc, pour les facteurs d'exposition collectif, donc, généralement, donc, les facteurs d'exposition collective à la radio, donc, ça concerne les éléments qui augmentent le risque de la propagation du virus dans une communauté ou une région. Donc, j'ai quelques facteurs là, c'est donc présence d'animaux infectés. Bien sûr, donc, dans les zones où vivent des animaux sauvages ou domestiques porteurs de rage, ils sont plus à risque. Donc, comme les chiens errants, par exemple. Et deuxième point, c'est les infrastructures de santé qui sont limitées dans certaines régions où ils n'ont pas accès aux vaccins, à la prophylaxie post-exposition, par exemple. Il y a aussi le manque de sensibilisation. Donc, si les personnes de la région ne sont pas informées, ne sont pas sensibilisées pour savoir comment se protéger ni comment agir après une exposition, donc c'est sûr que c'est un facteur d'exposition qui est important. Il y a aussi migration d'animaux infectés. Donc, si des animaux, genre pour une raison ou une autre, sont dans une zone et migrent vers une autre zone, donc c'est sûr que ça va augmenter le facteur d'exposition pour la région. Ensuite, conditions de vie surpeuplées. Comme je dis, donc les zones densément peuplées où les interactions entre humains et animaux errants sont fréquentes présentent un risque accru de transmission de la rage. Donc, ça va de soi. Pour les facteurs individuels, donc c'est contact avec les animaux infectés. Donc, manipulation imprudente d'animaux sauvages ou errants augmente le risque d'augmentation. Donc, aussi, il y a absence de vaccination, comme je le disais tantôt, est aussi un facteur individuel. Et ensuite, les voyageurs, ceux qui voyagent dans les zones endémiques, par exemple, si vous voyagez en Afrique ou en Haïti, en Asie ou de la rage endémique, vous êtes aussi à risque, c'est un facteur d'exposition. Donc, aussi, on a les professions à risque telles que, on peut dire, les vétérinaires, les éleveurs, tout ce qui se rapproche qui s'expose directement avec des animaux potentiellement infectés sont considérés comme facteurs d'exposition individuelle. Donc, comment les comportements préventifs. Donc, d'abord, on a retenu la vaccination des animaux domestiques, surtout. Donc, si vous avez des chats, des chiens chez vous, vous ne savez pas, donc, potentiellement, faut faire la vaccination. Donc, c'est sensibiliser le public. Donc, si on a une bonne connaissance des symptômes, des traitements aussi, on sait comment agir. Donc, c'est être vigilant aussi, être attentif aux comportements inhabituels chez les animaux et éviter tout contact avec les animaux suspects. Et ensuite, savoir comment réagir quand vous avez été exposé. Donc, savoir comment réagir, prodiguer les soins en cas de morsure au contact avec des animaux potentiellement enragés. Donc, pour conclure, je dirais ce qui est à retenir, c'est reconnaître les symptômes. Donc, il est essentiel de bien connaître les symptômes de la rage afin de pouvoir réagir rapidement en cas d'exposition. Donc, agir rapidement, comme j'avais dit tantôt. Donc, depuis que vous êtes exposé ou vous êtes fait mordre en contact avec un animal suspecté de rage, donc le traitement post-exposition doit être appliqué sans délai très rapidement. Et comme on dit toujours, prévenir vaut mieux que guérir. Donc, c'est la prévention et la sensibilisation. Donc, savoir prévenir, vacciner les animaux et donc c'est un élément clé pour prévenir la propagation de cette maladie. Merci. C'était tout. Merci beaucoup, Rudy. Belle présentation. Je vais maintenant demander à Love Shakespeare Fajas d'ouvrir son micro, s'il vous plaît.
Bonjour tout le monde, je suis Lord Shakespeare Fajas, étudiant à la maîtrise en santé environnementale et santé au travail. Cet après-midi, je vais vous présenter un sujet que c'est les changements climatiques et l'incidence de l'influenza A. Comme vous le savez tous, les changements climatiques sont une modification à long terme des conditions météorologiques qui peuvent avoir plusieurs manifestations, par exemple une augmentation de la température moyenne mondiale, une altération des précipitations ou encore une augmentation de la fréquence des tempêtes, par exemple. Mais le plus important de ça, c'est que les changements climatiques peuvent avoir des impacts sanitaires directs et aussi des impacts sanitaires indirects. Mais ce qui va nous intéresser ici, c'est un impact sanitaire indirect qui est la modification du mécanisme de transmission des maladies zoonotiques, particulièrement l'influenza A. C'est quoi l'influenza A? L'influenza A, qui est communément appelée grippe A. C'est une maladie respiratoire infectieuse qui est causée par le virus de la grippe A. L'influenza A peut se transmettre par des gouttelettes respiratoires et encore par des contacts avec les excréments des oiseaux sauvages contaminés. Euh, L'important qu'il faut retenir dans tout ça encore, c'est que le changement climatique, par son impact sur l'incidence de l'influenza A, va constituer un enjeu sanitaire de taille qui va se manifester par plusieurs choses. Premièrement, nous allons avoir une propagation modifiée du virus via la migration des oiseaux, les conditions météorologiques, y compris l'humidité, la température, les précipitations qui sont favorables à la multiplication et à la survie du virus dans l'environnement, l'émergence de nouvelles souches virales, l'impact sur les populations vulnérables. La propagation modifiée du virus via la migration des oiseaux sauvages. Il est important de savoir que les oiseaux sauvages constituent un réservoir naturel pour le virus de l'influenza A. Maintenant, le changement climatique va agir sur la phénologie migratoire et de reproduction des oiseaux sauvages, ce qui aura comme conséquence un avancement dans la période de reproduction et de migration de ces oiseaux sauvages-là, plus particulièrement en rapport avec une altération au niveau de la disponibilité des ressources alimentaires. Ce qui va faire que ces oiseaux sauvages vont se déplacer vers de nouvelles régions et dans ce cas-ci, ils vont partager les habitats des animaux domestiques, favorisant ainsi une transmission du virus de la grippe A, ce qui va augmenter cette incidence aussi chez l'humain. L'autre chose, la deuxième chose, c'est que le changement climatique va prolonger la période de reproduction des oiseaux sauvages, ce qui va faire qu'on aura une sorte de chevauchement entre diverses espèces, ce qui va créer une opportunité de transmission du virus l'émergence ou encore le réassortiment de nouvelles souches du virus de l'influenza A. Mais ce qui est important à savoir aussi, c'est que par rapport avec cette prolongation de la période de reproduction, on va avoir plus d'oiseaux, plus d'oiseaux juvéniles qui sont moins immunisés, qui vont prendre naissance. Eux, ces oiseaux-là sont plus capables de transmettre le virus parce qu'ils sont plus susceptibles, ils sont immunitairement plus fragiles, donc ils ont une plus grande capacité de transmettre le virus. Une chose encore qu'il faut retenir, c'est que lors de la migration des oiseaux sauvages, ils font face à une dépense énergétique énorme. Et cette dépense énergétique vont baisser la réponse immunitaire des oiseaux sauvages face au virus de l'influenza A. Donc, ce qui va augmenter leur vulnérabilité par rapport à ce virus, et ainsi augmenter aussi le risque de transmission du virus de l'influenza A.
Ensuite, l'autre chose qu'on avait vu, c'est les conditions météorologiques. Je vais prendre deux aspects de la modification des conditions météorologiques. Je vais prendre, par exemple, l'humidité relative. Comment? Parce que l'humidité relative, les études ont montré que lorsque l'humidité relative est basse, on aura une dégradation potentielle qui est ralentie des particules virales dans l'air, ce qui va faire que les particules virales vont faire plus de temps dans l'air et ainsi augmenter la transmission sur de longues distances. Et ça va faire qu'on aura des particules virales plus fines qui ont plus tendance à migrer ou encore à pénétrer plus facilement au niveau des poumons. L'autre chose, c'est lorsqu'on a l'humidité relative qui est élevée, on va avoir une hydratation des particules virales, ce qui va augmenter la survie du virus. Mais par rapport avec cette hydratation des particules virales, on va avoir une augmentation de la lourdeur de la particule virale, ce qui va faire que ces particules virales auront tendance à moins rester dans l'air, mais à se déposer plus sur les surfaces, donnant ainsi un risque de transmission de contact qui est plus élevé lorsque l'humidité relative est élevée. Ensuite, nous avons l'impact sur les populations vulnérables qui est important. Pourquoi? Parce que normalement, les personnes vulnérables sont plus à risque de contracter la maladie et sont plus à risque aussi de développer les complications graves du virus de la grippe A. Maintenant, pour les signes et les symptômes. Les signes et les symptômes, ça c'est la forme classique. Par exemple, nous avons la fièvre, les maux de gorge, les myalgies, céphalie frontale, l'écoulement nasal, faiblesse et fatigue intense, tout et autres symptômes respiratoires, la tachycardie, les yeux rouges et la moyenne. Mais pour les personnes vulnérables qui sont plus à risque de développer les complications graves, comme par exemple la détresse respiratoire, pneumonie chez les enfants, l'une des complications qu'on redoute le plus souvent, c'est la méningite. OK, pour le traitement, c'est le repos, ce qui va permettre à l'organisme de récupérer et aussi de solidifier le système immunitaire. Il y a aussi l'hydratation. L'hydratation c'est pour éviter la déshydratation. La personne, dans ces moments, doit boire beaucoup de liquide. Ensuite, il y a les médicaments pour soulager la fièvre, les douleurs musculaires et autres. Nous avons ensuite le traitement antiviral qu'on va utiliser pour gérer cette maladie-là. Les facteurs d'exposition collective. OK? Pour les facteurs d'exposition collective, nous avons par exemple les environnements clés et surpeuplés qui sont des facteurs d'exposition importants. Nous avons ici les écoles et les crèches parce que les enfants sont plus susceptibles de contracter le virus et aussi ils sont plus aptes à transmettre le virus aux autres camarades et aussi aux enseignants, aux parents aussi. Il y a les lieux de travail qui augmentent le contact entre les différents professionnels, les travailleurs. Donc, ça augmente le risque de transmission. Il y a les transports publics. Pourquoi? Parce qu'au niveau des transports publics, c'est toujours bondé de monde. Puis, c'est toujours moins ventilé, ce qui donne au virus une marge pour se déplacer plus facilement et augmenter ainsi le risque de transmission. Pour finir, il y a les événements de masse. Donc, qui dit événements de masse, dit augmentation en masse de l'exposition à ce virus et augmentation aussi du risque de transmission du virus. Le contact direct avec les personnes infectées et tousser, éternuer, le contact avec les surfaces contaminées, comme je l'ai vu en haut pour les surfaces contaminées. Donc, la personne, quand il touche la surface contaminée, il a plus tendance à mettre les mains au niveau du visage, donc aussi à contracter le virus et aussi augmenter le risque de transmission aussi. Les facteurs d'exposition collective aussi, il y a le manque d'hygiène adéquate. Par exemple, le lavage des mains insuffisant peut exposer la personne. Ne pas couvrir sa bouche et son nez lorsqu'on tousse ou éternue peut exposer la personne en soi et exposer les autres personnes qui sont aux alentours. Il y a les conditions environnementales favorables, à savoir la faible ventilation qu'on a vu. La faible ventilation
donc qui va permettre au virus de circuler mieux, parce que là où c'est peu ventilé, l'air circule peu, donc le virus a plus tendance à se propager de façon plus facile dans ces conditions-là. Les températures basses et les humidités élevées qu'on a vues tantôt, parce que le virus survit plus longtemps dans les environnements froids et aussi où les températures, où l'humidité aussi est basse. Là. Maintenant, c'est pour les facteurs individuels. Pour les facteurs individuels, il y a les facteurs physiologiques. Pourquoi? Nous avons le système immunitaire affaibli, plus particulièrement les personnes qui ont une maladie chronique ou encore qui sont sous certains traitements ou d'autres facteurs encore peuvent affaiblir le système immunitaire et ces personnes sont plus à risque de contracter le virus et de développer des complications plus graves. Par exemple, pour l'âge, nous avons les deux extrêmes, les jeunes enfants et aussi les personnes âgées sont plus à risque de contracter le virus et aussi sont plus à risque de développer les complications graves qu'on a vues tantôt, à savoir les détresse respiratoire, pneumonie et autres. Il y a le mode de vie, par exemple, fumer. On a remarqué, il y a des études qui ont montré que le tabagisme en soi affaiblit la capacité de réponse du poumon, donc diminue les capacités, diminue la réponse immunitaire de l'individu, donc ce qui le rend plus à contracter le virus, plus particulièrement le virus de l'influenza A. Il y a le manque de sommeil qui va agir sur la baisse du système immunitaire. Il y a la mauvaise alimentation parce que lorsque la personne prend des aliments qui sont pauvres en éléments essentiels, va affaiblir aussi son système immunitaire. Le voyage, par exemple, qui va exposer la personne à d'autres contacts plus fréquents avec les autres voyageurs ou encore les autres personnes dans les autres pays, les pratiques de chasse et les consommations de viande de brousse qui exposent les personnes à ce virus-là. Maintenant, il y a les expositions professionnelles. Pourquoi? Parce qu'il y a des professions qui exposent plus les gens au contact direct avec ce virus, donc plus le risque de contracter le virus et de transmettre le virus aussi. Les mesures individuelles pour les comportements préventifs, on a considéré les deux mesures parce qu'on a vu les facteurs d'exposition collective et les facteurs d'exposition individuelle. Maintenant, au niveau individuel, nous avons la vaccination annuelle contre la grippe, l'hygiène rigoureuse des mains, couvrir sa bouche et son nez lorsqu'on tousse ou éternue, l'élimination des mouchoirs usagés, éviter les contacts étroits avec les personnes malades, hygiène des surfaces, le maintien d'une bonne ventilation qui est très importante et un mode de vie sain. Ça, c'est au niveau individuel. Les mesures collectives, nous avons la campagne de sensibilisation qui est très importante, l'accès au vaccin, la mise en place de protocoles dans les établissements scolaires et professionnels. OK, là, le message clé qu'on a, c'est que certes, le changement climatique exacerbe les risques de transmission de l'influenza A, un virus respiratoire aux conséquences graves, en particulier pour les personnes vulnérables qu'on a vues tantôt, mais en adoptant des comportements préventifs, individuels et collectifs, et en renforçant la résilience des systèmes de santé, tous, nous pouvons limiter la propagation du virus, protéger la santé publique et minimiser l'impact de l'influenza A à l'ère du changement climatique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Love Shakespeare Fajas. Merci, belle présentation. Je vais demander à William Opoku Nukomto de nous rejoindre, s'il vous plaît, d'ouvrir son micro. Bonjour et merci pour l'opportunité. Je m'appelle William Opokunkum, étudiant en santé publique, option santé environnementale. Le sujet de ma recherche porte sur l'exposition aux tiques et l'adoption des comportements préventifs. Nous sommes dans la saison des tiques. C'est la période quand les tiques sortent, quand on voit les tiques dans l'environnement. Alors, il y a certaines choses à savoir par rapport aux tiques. Souvent, les tiques sont un problème dans les pays tempérés, comme l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie de l'Est.
parce que c'est là où on trouve l'espèce qui est le porteur de la bactérie, de la maladie de Lyme et des autres maladies transmises par la tique. Ici au Québec, presque 1 sur 5 des tiques qu'on voit dans l'environnement sont des porteurs de cette bactérie-là. C'est l'espèce, la tique appartenant. Alors, il y a 3 facteurs majeurs qui déterminent l'abondance et la distribution de la tique dans l'environnement. Tout d'abord, la présence d'espèces hôtes. Certains parmi eux sont des réservoirs naturels de cette bactérie de la maladie de Lyme. Et dépendant des conditions environnementales, une espèce hôte peut migrer d'un pays à l'autre ou bien d'une zone géographique à l'autre. En migrant, il migre avec des tiques ou avec la bactérie qui cause la maladie de Lyme. Aussi, les activités humaines, par exemple la déforestation. La déforestation va pousser les animaux ou bien l'espèce hôte à changer les milieux d'habitation. Et souvent, naturellement, les tiques se trouvent dans les forêts, mais création de certains milieux dans des grandes villes aussi favorise l'habitation de la tique, comme ce qu'on voit dans les photos. La création d'espaces verts et des terrains de récréation, ce sont des milieux propices pour l'habitation des tiques aussi. Alors, des tiques se trouvent ici aussi. Et puis, le climat, c'est important aussi pour la tique. J'ai commencé en disant que nous sommes dans la saison des tiques. C'est la période où une température à 4 degrés en allant, c'est favorable pour les activités des tiques. Alors, en hiver, ils sont en cachette, ils sont inactifs. Alors, la température aussi est très importante pour les activités de la tique. Alors, comment les tiques arrivent à transmettre la maladie de Lyme? Les tiques sortent, quand ils sortent souvent, parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Ils ont besoin de se nourrir, ils ont besoin du sang de l'espèce hôte. Et la femelle en particulier, a besoin de 3 repas sanguins au cours de son cycle de vie, qui prend au minimum de 2 ans, à partir de la larve, la nymphe jusqu'à l'adulte. Et dans un écosystème partagé par la tique, les animaux sauvages, qui sont des espèces hôtes naturelles de la tique, aussi partagés par l'homme et ses animaux de compagnie, la tique, l'homme et des animaux domestiques deviennent des hôtes accidentels quand la tique la pique. Et ce n'est pas automatique que quand la tique vous pique, la maladie de Lyme sera transmise. Ça dépend des facteurs. Premièrement, la tique devrait être infectée et aussi il devrait être attaché pendant au moins 24 heures. C'est pour cela que c'est très important de toujours chercher votre peau et retirer la tique le plus rapidement possible. On va voir bientôt le comportement préventif à adopter. Voici ces symptômes à reconnaître si vous avez la maladie de Lyme. Premièrement, l'éruption cutanée, ça arrive, c'est présent dans 70 à 90% des cas. Il y a aussi la fièvre, la fatigue et douleur musculaire. Alors, l'éruption cutanée, c'est le symptôme cardinal. Ça peut vous échapper pour que la maladie de Lyme évolue jusqu'au stade tardif. C'est là où on commence à voir des symptômes comme la perte de mémoire,
l'étourdissement et les arthrites. Traitement. La maladie de Lyme pourrait être traitée avec des antibiotiques. Mais malheureusement, dans 5 à 10% des cas, les symptômes persistent. Même avec des antibiotiques, les symptômes toujours persistent. Alors, ce n'est pas efficace avec les traitements d'antibiotiques pour 5 à 10% des patients. Alors, et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vaccin pour prévenir la maladie de Lyme. Alors, c'est très prudent toujours de prévenir la piqûre de la tique. Et comment faire cela? C'est adopter des comportements préventifs au niveau individuel. C'est la meilleure façon d'éviter la maladie de Lyme. Ce sont des comportements préventifs recommandés par les autorités de santé publique. Tout d'abord, porter des vêtements protecteurs qui comprend des vêtements à manches longues, des pantalons, aussi des chaussures hautes et toujours mettre des pantalons dans des chaussettes comme on voit dans les photos. Les vêtements doivent être synthétiques et lisses pour limiter l'accrochage des tiques. Aussi, ils devraient être en couleur claire pour facilement repérer les tiques et les retirer. Il faut aussi porter des chapeaux pour protéger votre tête. Et ensuite, utiliser des chasses moustiques sur des chaussures, des vêtements et les chapeaux. Et de temps en temps, si vous vous trouvez dans les milieux où il y a des tiques, d'examiner les vêtements et retirer les tiques accrochés. Et arriver à la maison aussi, vous examinez votre peau soigneusement et ceux de vos enfants et des animaux de compagnie pour retirer les tiques. Si malgré cela, malgré toutes ces précautions, il y a toujours une tique attachée dans votre corps, dans votre peau, il y a une manière recommandée pour retirer les tiques et on va voir dans cette courte vidéo. Donc, William, tu veux que je rouvre la vidéo, c'est ça? Oui, 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 OK, oui, je vais faire c'est un très test. court. Est-ce que vous voyez mon vidéo? William, peux-tu confirmer que vous voyez la Non, vidéo? non, 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 le vidéo, non, on ne non, pas voit pas. encore. OK. En fait, je dois partager un autre écran. C'est ce que ça veut dire. Oui, oui. Attendez un instant. Écoute, William, je te suggère, on va regarder cette vidéo-là à la fin, si tu veux. En Donc, fait, c'est la fin. en fait, à la fin de la présentation de Joanne, je Ah, trouve que OK. c'est un beau retour sur ta présentation après le PowerPoint. C'est bon? Ah, OK, d'accord. Super. Je retourne en fait à la présentation. Oups. Qu'est-ce que vous voyez maintenant, William? Peux-tu commenter? Ouais, cette façon de retirer la tique, c'est pour prévenir la contamination, prévenir la transmission de la maladie de Lyme. Si la tique est infectée, alors c'est la fin. Merci de votre attention. Merci, William. Là, je m'excuse, vous allez devoir me dire parce que je suis sortie du PowerPoint, donc vous allez devoir me dire Moi, qu'est-ce que votre vous voyez. présentation. Est-ce que vous voyez la présentation en Oui, gros? Oui? oui. OK, parce que moi, je la vois pas. Attendez un instant. J'ai voulu bien faire en cliquant sur le lien, mais je vais repartager la formation, la présentation, juste un instant. Je vais regarder. Là, je vais la repartager. Bon, est-ce que vous voyez ma présentation? Oui. Oui, OK. Je retourne où on était. Donc, merci, William. Très belle présentation.
Une présentation de l'homme, la présentation de William, et on retourne aux vidéos après, en fait. Et bon, Joanne, je vais te demander, s'il vous plaît, je vais vous demander d'allumer votre micro. Bonjour tout le monde, je suis Joanne, étudiante à la maîtrise en santé environnementale et santé au travail. Nous allons parler de nouveaux contaminants. Vous les côtoyez sans même le savoir. Ils sont partout autour de nous, dans l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, les aliments que nous mangeons. Ils s'appellent les nanoplastiques et représentent la face cachée et insidieuse de la pollution plastique. Les nanoplastiques sont des particules de plastique qui sont extrêmement petites, invisibles à l'œil nu, provenant de la dégradation lente des plastiques dans l'environnement. Ils sont omniprésents dans l'air, dans l'eau, dans les aliments. Ils proviennent particulièrement de la fragmentation des plastiques en micro et en nanoplastiques. À cause de leur petite taille, ils ont la capacité à pénétrer les organismes vivants, nos cellules et les chaînes alimentaires, entraînant des effets toxiques qui sont encore mal connus. Donc, vous comprenez que nous sommes exposés en ingérant de l'eau, bon, des eaux, que ce soit l'eau en bouteille, l'eau des océans, des rivières, à partir des aliments, lors de l'inhalation de l'air, air intérieur et air extérieur, ou encore par contact cutané. Malheureusement, il y a des nanoplastiques qui sont produits intentionnellement pour mettre dans les produits de beauté qu'utilisent les femmes, les dentifrices. À cause de leur petitesse, ils ont la capacité de pénétrer dans nos cellules avec vraiment des effets dans les 9 systèmes de notre organisme, en passant par le système nerveux jusqu'à l'appareil locomoteur. Au niveau du système nerveux, on peut avoir un retard d'apprentissage. Au niveau du système cardiaque, on peut avoir la formation de thromboses, qui sont des caillots qui se forment dans le sang, entraînant des accidents vasculo-cérébraux. Au niveau du système endocrinien, ça peut entraîner un diabète de type 1. Et un fait alarmant pour cette année, c'était la présence de ces nanoplastiques au niveau du placenta. Donc, ces nanoplastiques ont la capacité de traverser le placenta, entraînant des atteintes fœtales à type de retard de croissance intra-utérine. Comment nous sommes exposés? Les gens qui habitent au niveau des zones côtières, des milieux marins qui sont pollués, c'est-à-dire ces personnes-là consomment des produits marins, les poissons, les fruits de mer en grande quantité. Si on a un accès limité à l'eau potable traitée, par exemple, si on boit de l'eau de rivière, de l'eau souterraine, donc on peut avoir une exposition collective. Les gens qui habitent dans des zones urbaines et industrialisées, les régions agricoles utilisant des films en plastique et si on habite à proximité des sites de gestion des déchets, par exemple près des incinérateurs. D'un point de vue individuel, donc on peut y être exposé par notre régime alimentaire, c'est-à-dire si on boit de l'eau en bouteille, si on consomme beaucoup de fruits de mer, et on a même constaté qu'on trouve ces nanoplastiques dans le miel, le lait, le sucre. Si vous utilisez des produits de consommation comme les produits de beauté, les crèmes anti-âge, ces nanoplastiques sont intentionnellement mis dans ces crèmes pour augmenter leur durabilité. Et si dans notre environnement résidentiel, parce que on trouve ces nanoplastiques dans les meubles là, synthétiques, dans nos vêtements, et aussi selon nos activités professionnelles.
Donc, comment réduire, quel est le comportement qu'on doit avoir pour réduire l'influence de ces nanoplastiques? Donc, il faut réduire l'utilisation des plastiques à usage unique. La semaine dernière, il y a un article qui est sorti dans Le Devoir, une orgie de plastique dans nos épiceries que je vous invite vraiment à aller voir, où l'on montre vraiment notre façon de consommer entraîne vraiment une augmentation du plastique dans notre environnement. Donc, dans les épiceries, les emballages en plastique, les fraises, les concombres, tout ça augmente la quantité de plastique qui se retrouve dans notre environnement. Il faut aussi privilégier les contenants réutilisables. Je parle des contenants en verre ou encore en aluminium. Évitez les cosmétiques contenant les microbilles plastiques. Pour cela, je vous invite vraiment à lire les ingrédients qui ont dans les cosmétiques quand vous faites vos achats. Bien nettoyer les poussières domestiques et de consommer des aliments qui sont peu transformés. D'un point de vue collectif, cela doit passer par la réglementation de la production et l'utilisation des plastiques. Il y a eu une conférence la semaine dernière à Ottawa sur l'utilisation des plastiques. Est-ce qu'on doit produire moins ou encore que ça va passer par le recyclage quand on sait déjà moins de 20% des plastiques qui sont produits sont recyclés? Il faut avoir un développement des alternatives durables au plastique, améliorer la gestion des déchets plastiques, sensibiliser le public au risque des nanoplastiques, comme on le fait cet après-midi, et promouvoir des modes de consommation plus responsables. Le message clé de cet après-midi, c'est que les nanoplastiques, ce sont des particules de plastique invisibles à l'œil nu. Ces particules sont partout. Ils sont omniprésents. Ils ont des effets sanitaires et la principale voie d'exposition reste l'ingestion d'eau et les aliments contaminés. Donc, pour limiter les déchets de plastique dans notre environnement, pour réduire alors les risques, on doit limiter les déchets de plastique dans notre environnement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Joanne Desrené. C'était très intéressant. Je vais arrêter de partager mon écran. Je vous reviens avec la caméra. Et avant de poursuivre avec la période de questions, en fait, je vais inviter William à partager le vidéo. Je suis particulièrement ravie, William, que tu aies trouvé ce vidéo-là. Euh, en fait, je crois que c'est une vidéo très court, là. Malheureusement, technologiquement parlant, vous ne pouviez pas voir le lien que j'ai ouvert sur mon ordinateur et je voulais accélérer un petit peu les choses. Donc, nous avons passé par-dessus, mais William, est-ce que tu peux nous partager ça? Oui. Super, je vois ton écran. En fait, nous voyons l'écran, mais nous ne voyons pas la vidéo. Je ne sais pas si tu as déjà ouvert l'application YouTube, mais nous ne voyons pas la vidéo. Pendant que William trouve un moyen de nous partager la vidéo, je suis curieuse. Parmi les participants, donc nous sommes 48 dans cette présentation, dans cette rencontre virtuelle-là. Pouvez-vous mettre dans le chat qui a déjà eu à retirer une tique? Moi, personnellement, je n'ai jamais eu à faire ça. Mais Linda, tu as déjà eu à retirer une tique. OK, plus d'une personne, je vois. William, as-tu trouvé un moyen de partager la vidéo?
Oui, j'ai partagé. OK, ben nous, on te voit, toi, et non le vidéo. Ou est-ce que Ok, tu voudrais peut-être copier le lien du vidéo dans le chat, dans la boîte de chat? ok, Comme bon. ça, au moins, les gens auront l'accès là, facilement aux vidéos. Je sais qu'il existe des pagnes spéciales pour le retrait des tics. J'ai ça à la maison, mais je n'ai pas eu besoin de l'utiliser. Donc, bon, on va commencer la période de questions. Est-ce que vous avez des questions pour nos présentateurs aujourd'hui? Donc, je répète les sujets dont nous avons parlé. Nous avons parlé de l'exposition aux tiques et de la maladie de Lyme. Nous avons parlé des nanoplastiques, de la rage, de l'influenza A, des PFAS. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez mettre vos questions dans la boîte ou lever vos mains. Je vois que Melinda a levé sa main. Melinda, veux-tu prendre la parole? Oui, oui. Ma question, c'était pour William. Je me demandais, j'étais juste curieuse de savoir si, dans tes recherches, si tu avais remarqué une différence dans l'apparition comme dermatologique pour peut-être les personnes avec des teints plus foncés que d'autres. Si juste, tu sais, l'image avec le bullseye, je sais pas si tu sais s'il y a une différence avec, ouais, d'autres types de teints. Oui, oui, bien sûr, il y aura des différences. En fait, il y a des différences. La partie où la tique vous pique, c'est rouge. Alors, si vous avez une teinte claire, ça sera plus clair que quelqu'un qui a des teints noirs. Alors, il y a une différence. C'est plus, euh, l'éruption cutanée, c'est plus large chez les gens avec des teints clairs plus que les gens des teints noirs. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ouais, ça répond à la question. Est-ce qu'on peut quand même le voir? Est-ce que c'est autant évident ou c'est beaucoup plus difficile comme à remarquer comme plus ton teint est foncé, j'imagine? C'est facile à repérer quelqu'un qui a eu, en fait, c'est le symptôme cardinal. Si vous avez eu la piqûre de la tique et la maladie de Lyme, c'est clair si vous avez l'éruption cutanée. C'est clair, c'est le symptôme cardinal si vous avez. Malheureusement, ça échappe certains pourcentages des patients. Pour 20% des patients, ils ne subissent pas ces symptômes-là. Et c'est là où la maladie peut évoluer parce que vous ne savez pas que c'est la maladie de Lyme. Ça peut évoluer jusqu'à euh, les stades tardifs. Hmm, Ça, c'est plus grave à ce stade-là. OK, ouais. Merci. Merci beaucoup, William. Merci, Melinda. Nous allons passer à une question dans la boîte de chat de Chantal Morissette. Cette question-là est sur les nanoparticules, donc pour Joanne. Est-ce que l'eau potable traitée contient moins de nanoparticules que l'eau de source? Merci, merci pour la question. Donc, je dirais que normalement, l'eau robinet contient moins de nanoplastiques que l'eau en bouteille. C'est-à-dire que toute eau qui est traitée, a priori, contient plus de nanoplastiques que l'eau de source, par exemple. Mais je dis ce mais parce que à cause de toute cette pollution de plastique qu'il y a dans notre environnement, si une eau de source est contaminée, c'est sûr que l'eau de source pourrait avoir plus de nanoplastiques que l'eau en bouteille. Mais normalement, l'eau du robinet a moins de nanoplastiques que l'eau en bouteille. Merci, Joanne. On va rester avec vous parce que la prochaine question concerne également les nanoplastiques. Comment peut-on reconnaître, donc Caroline Gagnon vous demande, comment peut-on reconnaître le nom d'un nanoplastique dans un cosmétique? Quels sont les ingrédients à éviter? Bonne Par question. exemple, et quand vous lisez la liste des ingrédients qu'il y a dans vos produits, vous pouvez voir qu'il y a le polyéthylène.
le polyméthylméthacrylate, le polypropylène ou le polystyrène. Ce sont ces nanoplastiques qui sont couramment utilisés dans les produits cosmétiques. Merci beaucoup, Joanne. Je vois que Philippe Aïkoé à date a la main levée. Philippe, veux-tu poser ta question? Ok, merci beaucoup, merci aux différents présentateurs. En fait, ma question, c'est par rapport aux collègues, aux participants qui a présenté sur la rage. Est-ce que dans votre recherche, vous avez pu trouver celui qui a été griffé par un chien ou par un animal qui peut arranger? Dans les moyens préventifs, quand la personne est griffée, et quand on met les vaccins en place, est-ce que vous avez pu documenter par rapport à ça? Parce qu'il y a certains écrits qui disent que quand la personne est griffée, à titre préventif, il faut démarrer une vaccination. Est-ce que vous avez pu documenter ça? Maintenant, ma deuxième question, c'est par rapport à Joanne. Et elle disait que certains nanoplastiques sont intentionnellement placés dans les produits cosmétiques. Je me disais, est-ce que malgré ça, est-ce qu'il y a des utilités par rapport aux nanoplastiques? Merci. Commençons par la réponse à la question sur la rage. J'avais pas bien compris la question. Est-ce que tu pourrais reprendre, s'il te plaît? C'est juste, je disais que, titre préventif, quand quelqu'un a été griffé par un chien ou par un animal qui peut arranger, euh, on met en place un type de vaccination à titre préventif. Est-ce que vous avez pu documenter par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment efficace? Oui, exactement. Comme je le disais tantôt dans la présentation, vraiment, ce qui pourrait vous aider ou réduire que vous soyez infecté, c'est vraiment la rapidité de la prise en charge. Donc, c'est laver abondamment la partie où vous êtes fait griffer ou mordre avec de l'eau et du savon et consulter rapidement un professionnel de santé pour vraiment avoir un genre de prophylaxie post-exposition. Donc, c'est pas juste, c'est pas avisé d'attendre que, genre, au savoir si l'animal est infecté ou pas. Dès que vous suspectez que l'animal est infecté, donc c'est agir très rapidement, sans délai. Merci, Rudy. Puis avant de passer à la deuxième partie de la question de Philippe qui va s'adresser à Joanne, Rudy, vous avez une autre question dans le chat de Grace, Jessica, Courtney, Akuma. Je vois pas le reste du nom de famille, je m'en excuse. La question est, le virus de la rage est-il contenu dans la salive des mammifères? Comment les chiens attrapent-ils le virus de la rage? Oui, effectivement, c'est exactement dans la salive que ça se trouve. C'est pas dans, genre, c'est pas genre dans les crocs du chien, c'est vraiment la salive. Donc, quand vous vous faites mordre, c'est la salive qui pénètre dans la zone où vous êtes blessé. Donc, c'est vraiment la salive. Donc, comment elle l'attrape, c'est par... il s'est fait mordre ou griffer par un autre animal qui est porteur du virus. Donc, c'est comme ça que ça se propage. Merci beaucoup, Rudy. Joanne, on retourne vers vous avec la deuxième partie de la question de Philippe qui était en fait, je crois, y a-t-il vraiment des avantages à avoir des nanoplastiques dans les produits de consommation et de cosmétiques, je crois. Exemple, pour les dentifrices, donc on a dit que ça a des propriétés antibactériennes et anti-plaques et ça contribue à la stabilisation des ingrédients actifs. Bien qu'on dit que dans les dentifrices, normalement, les nanoplastiques sont bien contrôlés, mais on ne sait pas à la longue quels effets de santé que cela pourrait avoir. Et aussi dans les produits de beauté, les crèmes anti-âge ou bien dans les fonds de teint, ça a une propriété réfléchissante. Donc, pour donner d'éclat à la femme. Donc, c'est pourquoi on met intentionnellement les nanoplastiques dans les produits de beauté. Merci, Joanne. D'ailleurs, si tu peux répondre à une question de Chantal Morissette dans le chat, d'écrire des exemples de nanoparticules.
Oui, j'ai commencé dans à le chat. l'écrire. Merci, Joanne. Nous allons prendre une question de Ludwig, professeur dans notre département. Ludwig. Oui, merci Mylène. Alors, juste avant, j'aimerais quand même te remercier Mylène et remercier le CRESP pour cette excellente initiative parce que souvent on ne connaît pas ce que font les collègues, ou pas qu'on ne connaît pas, mais eux, là on voit toute ton équipe, les sujets qui sont menés et je trouve ça vraiment très intéressant. L'initiative est à noter et surtout à refaire. Et merci au CRESP bien sûr. Juste une petite intervention, puisque bien sûr le domaine des nanoparticules et nanoplastiques, ça fait partie de mon expertise, et juste pour peut-être apporter juste une petite précision, parce que j'ai vu que dans le chat étaient mentionnés les nanoparticules. Et on parle aussi là aussi de nanoplastiques. Alors, il y a des différences, c'est vrai, à y faire. Donc, c'est vrai que dans l'eau, juste pour parler de l'eau qui est traitée, que l'on boit au robinet, on va retrouver des nanoparticules. Je n'ai pas dit des nanoplastiques, j'ai dit des nanoparticules. Parce que tout simplement, on les ajoute pour euh, rendre l'eau potable, entre autres des nanoparticules d'argent, qui sont des particules biocides, qui ont des propriétés biocides, donc qui vont détruire une partie des bactéries. Mais effectivement, on trouve moins de nanoplastiques, même si on ne peut pas tous les filtrer, parce que ça se fait par filtration. Donc, c'était juste à apporter ce petit commentaire. Et, euh, et puis, et aussi en ce qui concerne, c'est vrai, les produits cosmétiques, on les utilise aussi beaucoup. Alors, pour les produits cosmétiques, ça permet de fluidifier, de les faire entrer beaucoup plus facilement dans la peau, ce qui paraît normal pour un produit cosmétique, puisqu'on veut qu'il rentre dans la peau, mais on facilite leur pénétration à travers la barrière cutanée. Et puis, on ne sait pas trop, effectivement, notre conférencière le disait très bien, on ne sait pas trop les conséquences à long terme, effectivement, que ça peut avoir. Donc, très, très beau sujet à poursuivre et j'espère qu'on pourra suivre vos évolutions et en particulier, Joanne, parce que c'est le sujet qui me touche le plus, mais vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ludwig, pour ces précisions-là. Je vais prendre une prochaine question du chat. Donc, ça va être pour Frenzy. La question vient de Lina Amaïdia qui demande quelles alternatives aux PFAS peuvent être utilisées et quelles sont les limites liées à ces alternatives. Merci pour la question. Pour les PFAS, nous savons que le grand pollueur des PFAS, ce sont les industries. Et bien qu'au Québec, nous sommes exemples de ce problème parce qu'il n'y a pas, il y a pas encore, selon la littérature, il n'y a pas encore d'usines ou bien d'industries au Québec qui sont qui déversent des produits contaminants comme les PFAS. Mais l'alternative, c'est de renforcer les normes et les principes afin que on fait pour faire beaucoup de pression sur les industries afin de limiter les rejets de substances contenant des PFAS et aussi de limiter la fabrication de tout produit de consommation à base de PFAS. Mais ces genres d'alternatives ont des limites aussi parce que nous savons que les, les industries, nous savons que les produits contenant beaucoup de PFAS sont des produits que nous trouvons dans nos quotidiens et, que c'est très difficile c'est très difficile d'empêcher la fabrication de ces produits-là, mais il faut vulgariser l'information afin que la population sache que les produits qui contiennent beaucoup de PFAS qu'ils peuvent limiter afin de se protéger contre ce contaminant très émergent. Et malgré au Québec, on n'a pas encore d'industrie qui déverse des polluants, et surtout au niveau de nos domaines. Comme disait la littérature,
les PFAS n'ont pas de frontières. Et il faut renforcer les normes nationales et internationales pour lutter contre ces genres de contaminants. Je ne sais pas si ça répond à la question demandée. Merci, Franzi. Oups, vous m'excuserez, nous allons passer à une question de Roselaine Charles. Oui, oui, bonjour, merci pour la présentation. William, ma question c'est pour William, c'est concernant en fait la tique. Donc j'ai compris que en fait la tique pour transmettre la maladie ou du moins la bactérie qui cause la maladie de Lyme à l'homme, il faut que la tique soit infectée. J'aimerais savoir en fait comment elle arrive à être porteur de cette bactérie-là. Je ne sais pas si tu sais, William, comment arrive à attraper la bactérie causant la maladie de Lyme. Merci. Oui, merci pour la question. J'ai parlé des trois facteurs qui déterminent l'abondance et la distribution des tiques. Et parmi les espèces hôtes, il y a certains qui sont des réservoirs naturels de la bactérie là. Alors, si la tique se nourrit de sang de cet animal-là, et au cours de la période de 2 ans, au cours de cycle de vie de la tique, il se nourrit de sang de trois espèces hôtes. Alors, en se nourrissant des hôtes différents, il arrive à circuler la bactérie d'un hôte à l'autre. Et s'il se nourrit sur l'homme, la bactérie est transmise sur l'homme aussi. Alors, ça commence de nouveau de réservoir d'espèces de la bactérie. La tique devient infectée. Si la tique infectée se nourrit d'un hôte différent, la bactérie est transmise sur l'autre là, sur cette espèce ou l'autre là. Et si cette tique infectée se nourrit du sang de l'homme devient infecté. Je ne sais pas si ça répond à la Oui, question. ça répond bien à ma question. Merci beaucoup. Merci. Merci, William. Merci, Roselaine. Je retourne dans les questions du chat. Nous avons 2 questions pour Joanne. Donc, sur les nanoplastiques. Joanne, une question de NNP Marie-Niles. Quelles sont les différentes manifestations des allergies que l'on pourrait avoir au contact avec les nanoplastiques dans les produits cosmétiques? Merci pour la question. On peut avoir des réactions cutanées comme des éruptions cutanées, des rougeurs, des démangeaisons ou des gonflements. On peut aussi avoir des symptômes respiratoires tels que l'asthme ou encore si la personne a un terrain vraiment allergique, on peut avoir des réactions systémiques comme une anaphylaxie. C'est rare, mais on peut l'avoir aussi. Merci, Joanne. La question suivante. Comment peut-on agir sur la production de l'eau ou d'autres boissons dans des bouteilles plastiques afin d'éviter la consommation de nanoplastiques? C'est pour la question. Bon, je dirais que le fait même de produire de l'eau et de le mettre dans des bouteilles en plastique, ça constitue une source d'exposition au nanoplastique. Donc, ce serait de consommer beaucoup plus l'eau du robinet que l'eau en bouteille. De toute façon, on va en avoir. Ou d'utiliser des bouteilles en verre pour réduire la consommation vraiment des nanoplastiques. Parce qu'il a été vraiment démontré que l'eau en bouteille est une source d'exposition aux nanoplastiques. Maintenant, si vous ne pouvez pas boire l'eau du robinet pour quelle que soit la raison, donc vous pouvez toujours boire l'eau en plastique en regardant les bénéfices et les risques, le fait de ne pas boire de l'eau du tout ou bien de boire de l'eau en bouteille.
Merci, Joanne. Puis je vais rajouter aussi pour les nanoplastiques, en fait. Ben, pour ceux qui suivent le sujet des microplastiques, bon, depuis quelques mois, il y a plusieurs équipes de recherche un peu partout qui font des tests pour retirer les microplastiques de l'eau. Bon, par contre, Joanne vous a parlé de nanoplastique, qui est beaucoup plus petit qu'un microplastique. Donc, à ma connaissance, je n'ai pas encore vu de méthode pour retirer les nanoplastiques de l'eau. Mais j'imagine que ça s'en vient, mais moi, ma connaissance s'arrête là. Donc, c'est un travail qui se fait pour les microplastiques. Puis là, les nanoplastiques, en fait, ça s'en vient. Merci, Joanne. Nous avons une question on parle de rage, donc Rudy. La question est la suivante. C'est une question de Grace, Jessica Knone, Akuma, et je ne vois pas le reste du nom. La période d'incubation du virus de la rage est-elle la même chez le chien et chez l'homme? Quels peuvent être les signes visuels montrant que son animal domestique est potentiellement atteint de rage? Bon, c'est une très bonne question. J'ai pas vraiment documenté sur la période d'incubation pour la rage chez l'animal, le chien par exemple. Mais par expérience, j'ai déjà eu des cas, parce que je suis médecin, j'ai déjà eu des cas de rage. Généralement, après avoir transmis la rage à un humain par exemple, le chien a tendance à mourir dans les 10 jours qui suivent. Mais il y a des signes pour au moins suspecter que le chien a la rage. Donc, il va avoir genre des comportements, un changement de comportement, il peut devenir plus agressif d'un jour à l'autre, partant d'un calme léthargique. On peut aussi voir tendance à vouloir vous mordre. C'est aléatoire ou intermittent. OK? Il va aussi avoir une hypersensibilité. Donc, il peut devenir sensible au bruit, à la lumière et au toucher. Genre, il peut aussi présenter des fois des signes de paralysie, par exemple, partielle ou totale, ça va dépendre. Il a aussi une tendance excessive à baver sans raison. Donc, ce sont ça les principaux signes pour suspecter que l'animal a la rage. Mais vraiment, pour savoir, ça va prendre un examen d'un prélèvement qu'on va faire au niveau de son cerveau pour savoir c'est vraiment. Mais ce sont principalement les signes qui pourront vous mettre sur la piste pour suspecter au moins que le chien peut avoir la rage potentiellement. Merci beaucoup, Rudy. Donc, on termine cette table ronde-là, cette présentation-là. Je tiens à remercier encore une fois nos présentateurs, donc Franzi Dieudonné, Audi Dieudonné, Love Shakespeare Fajas, William Opoku Nkum et Joanne Desrené pour leurs beaux travaux. Je tiens aussi à remercier le CRISP pour l'invitation à présenter aujourd'hui. Pour les participants, que vous soyez chercheurs, que vous soyez membre de la communauté en général, pas nécessairement scientifique, que vous soyez étudiants, n'hésitez pas à me contacter et à contacter nos présentateurs si vous avez d'autres questions. Et ben nous, on va continuer notre travail en fait sur la gestion des risques de contaminants biologiques et chimiques. Donc, merci à tous et je vous souhaite une belle soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.